en profondeur pour répondre à toutes ces préoccupations évoquées par les acteurs sur ce plateau. Nous poursuivons avec vous, Odilon, pour parler de l'autre sujet, sommet Russie-Afrique, que retenir de la toute première journée. Alors, rapidement, après Chaussy en 2019, la deuxième édition du sommet Russie-Afrique a débuté effectivement hier à Saint-Pétersbourg. Alors, 49 États africains se sont fait représenter sur 54 du continent, selon un communiqué d'un conseiller de Vladimir Poutine. Alors, l'objet de ce sommet, c'est de renforcer le partenariat économique et sécuritaire avec l'Afrique. Plusieurs chefs d'État sont présents, notamment le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, le président de l'Algérie, nos deux putschistes également, Goïta et Traoré sont aussi présents. La présence africaine à ce sommet est un enjeu symbolique et diplomatique majeur pour Vladimir Poutine aujourd'hui, d'autant plus qu'il est isolé, nous le savons, à cause du conflit avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, j'y parviens. Eh bien, il se voit isolé aujourd'hui par ses partenaires d'hier, surtout de l'Occident. Alors, cette première journée de ce sommet a eu pour sujet principal le renforcement de la coopération économique et humanitaire, mais aussi ils se sont penchés sur les conséquences de la guerre en Ukraine, qui a un impact sur les États africains, notamment autour de la question du blé. Alors, à observer globalement, hier, deux déclarations fondamentales auront attiré mon attention. Le président russe promet, les jours à venir, dans 3 ou 4 mois, mettre à la disposition de certains États africains 250 000 à 50 000 tonnes de céréales. Voilà, pour les États africains, 6 États africains notamment. Nous avons l'Érythrée, nous avons le Burkina Faso, nous avons la Somalie, nous avons également la République centrafricaine et le Mali. Voilà, donc ce sont les 6 États africains pour lesquels le président Poutine a pris cette promesse de les ravitailler dans 2 ou 4 mois, notamment en céréales. L'autre élément qu'il ne faille pas négliger au cours de la première journée d'hier, c'est bien la question du Niger qui a refait surface. Est-ce que le président Bazoum devrait se rendre en Russie? Mais ce qui est clair, n'est pas se rendre en tant que chef d'État, mais les États se sont fait quand même représenter. Alors, la question du Niger a refait surface hier. Poutine a lui-même condamné ce qui s'est passé au Niger et a demandé à ce que le président Bazoum soit libéré. La question sécuritaire, il faut qu'on en parle parce que depuis plusieurs années, il y a la Russie qui est présente d'une autre façon à travers le groupe Wagner sur le continent africain et avec ce sentiment anti-français qui est en train de se développer dans certains États africains aujourd'hui. Donc il y a une sorte de drague qui est en train de s'opérer par la Russie sur le continent africain. Alors les présidents maliens et burkinabés ont plaidé également à ce que Wagner reste toujours présent pour renforcer la sécurité dans leurs États. Donc voilà globalement ce qu'il fallait retenir. Mais il y a quand même, en parlant de ce sommet, économiquement, quel est l'apport de la Russie? Moi j'ai glané un peu quelques statistiques. Le volume des échanges reste encore faible entre la Russie et l'Afrique. Il était de 17,7 milliards d'euros entre 2018 et 2021 contre 254 milliards d'euros avec l'Union européenne. Et quand on prend les investissements directs étrangers russes totalisent 1%, 1%, la Russie opère 1% seulement d'investissement direct sur le continent africain. Donc on voit quand même que bien qu'on est en train de se battre pour relancer cette coopération-là, mais il y a encore du chemin à faire. Donc nous attendons de voir également ce qui va se passer aujourd'hui pour qu'on puisse peut-être développer les jours à venir. Emmanuel, d'autres éléments qui ont paru quand même extrêmement intéressants. Est-ce que dans cette logique de ce rapport pour cette première journée, on a quand même des éléments qui attirent
l'attention. Lorsque l'on décide d'octroyer à une partie des États de l'Afrique les céréales dans 2, 3, 4 mois, les autres États qui sont présents, est-ce que ne sont-ils pas dans le besoin? Ce sont quand même des interrogations que moi je me pose. J'espère qu'on peut avoir des éléments de réponse. Ce sont des interrogations, mais les États qu'il a cités, il faut tenir compte de leur aspect climatique déjà. Ce sont des États qui sont frappés par un climat pas très clément. Le Mali, c'est un pays presque désertique, il a cité dans le lot. Et au-delà de cela, il faut se rappeler que ce sont des États qui, en ce moment, entretiennent de très bons rapports avec la Russie. Donc ce n'est pas étonnant, vu leur contexte géographique, leurs conditions de vie et les relations qu'ils entretiennent avec la Russie. Et il faut rappeler que la Russie aussi a promis la construction de certaines infrastructures dans ces États africains, le développement des infrastructures. Mais encore que cela reste clair, quand j'entends dire que Poutine condamne le coup d'État au Niger, c'est normal, mais sauf que lui, il est en train de mener aussi une opération qu'il appelle opération spéciale du côté de l'Ukraine qui fait quand même beaucoup de mal en ce moment. Et il y a des ripostes qui sont en train de s'enchaîner de ce côté. Il faut rappeler que maintenant, l'armée ukrainienne aussi a décidé de passer à l'offensive. Donc c'est offensive russe contre offensive ukrainienne. Si offensive autrefois, laisse-moi finir parler. Si autrefois, mais attention, pour ceux qui suivent, cette actualité, ils savent que des drones même ont frappé Moscou, des drones ukrainiens. C'est en train d'avancer. Aujourd'hui, l'Ukraine est en train d'être en position de force dans la guerre. Et celui qui veut, moi je parie qu'à la fin de ce conflit, l'Ukraine sortira vainqueur et on pourra en discuter plus tard. Avec la puissance derrière. On parle quand même de Vladimir Poutine. C'était la petite parenthèse. Je peux continuer. C'était juste la petite parenthèse. Après, on aura l'occasion d'en discuter le moment venu. Donc, je rappelais qu'aujourd'hui, la Russie, c'est bien beau de condamner un coup d'État au Niger, mais après, quand on est impliqué dans certaines guerres, c'est le problème entre le message et le messager, en fait. Le message peut être bon, mais le messager qui le donne n'est pas forcément le messager parfait. Et après, il a rappelé, côté économique, c'est vrai que la Russie n'est pas très présente en Afrique. Il faut rappeler que la Russie est plus partenaire avec l'Europe. On se souvient du gaz, et ça dépend des ressources dont dispose le pays. Le gaz du russe, il était très frisé par l'Union européenne et tout. Et quand il dit que la Russie n'a pas de partenaire économique, attention, ils ont quand même des partenaires économiques comme la Chine qui sont toujours présents derrière eux, la Turquie et tout. Mais l'aspect du blé reste un aspect très important parce qu'aujourd'hui, la convention qui liait le passage du blé ukrainien en Russie, c'est fini. Les Russes n'ont pas envie de renouveler. Gutiérrez a envoyé un courrier, ils n'ont même pas répondu. Poutine ne l'a même pas lu. Il n'a même pas cherché à rentrer en contact avec lui. C'est pour dire que sa position, elle est ferme là-dessus. Mais pour les États africains, il annonce une clémence. Sauf que les États africains ont jugé même que c'était insuffisant parce que la quantité qui va venir, c'est insuffisant pour tous ces États-là. Mais c'est pour autant interpeller nos autorités. Pourquoi c'est quand même aberrant que l'Afrique, le grenier du monde, continue à demander du blé à l'étranger. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse demander du blé aujourd'hui à la Russie parce que d'ailleurs, c'est l'Ukraine qui produit plus le blé. C'est juste que ça va passer par le couloir russe. Mais après, c'est quand même aberrant un État comme le nôtre avec toutes les dotations naturelles dont on a, qu'on tente tout le temps la main pour demander du blé, pour demander des choses qu'on peut trouver même en interne. D'ailleurs, le conflit ukrainien devait nous rappeler, nous faire en sorte qu'on ait un sursaut d'orgueil pour se dire de ne pas compter tout le temps sur les autres États. Parce que quand il y a des problèmes à l'international, je ne sais pas, peu importe le problème, l'Afrique se sent toujours plus impactée que les autres, malgré toutes nos ressources. Quand il y a Corona, c'est toujours nous qui sommes impactés. Guerre en Ukraine, on est impactés. Tout ce qui se passe, l'impact se fait ressentir sur nous, alors que nous avons tout. Ces mêmes puissances viennent prendre ici, transforme nos ressources, transforme tout ce qu'on a. Moi, je pense que tout ce qui se passe en ce moment, géopolitiquement parlant, devait nous interpeller. Pendant que nous sommes en train de flancher, vous avez des puissances comme l'Inde aujourd'hui qui se positionnent en leader. Les rapports de force sont en train d'être changés. Vous avez l'Inde qui dirige le G20, l'Inde qui est invitée à des sommets, l'Inde qui est en train de participer. Mine de rien, on ne le constate pas, mais vous allez voir que l'Inde va se hisser au sommet. On va se rendre compte trop tard, pendant qu'il y a des conflits, on est distrait. Il y a des nations qui se construisent et c'est des nations qui vont gérer l'échiquier. Justement, il y a des coups d'État, ceux dont on n'a pas besoin. On est tout le temps en train de rétrograder. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ces situations dans le monde fassent un éveil de conscience sur les dirigeants africains. D'accord, oui, Simon. Justement, je crois déjà qu'il faut rappeler que la Russie aujourd'hui n'est pas aussi bien positionnée en Europe. Donc, il est important de se chercher certains alliés, en l'occurrence l'Afrique. Mais Tamba a rappelé des aspects très importants, il faut le dire. Généralement, c'est aussi le cas de l'Africain. On n'aime pas exploiter ce qu'on a. Vous voyez souvent, on dit sommet Afrique. C'est toute l'Afrique contre un pays. Aller à la rencontre d'un pays. Russie, Afrique, France. Non, on dit Russie. À un moment donné, pourquoi on ne parlerait pas simplement de Guinée-Russie, de Guinée-France? Parce que si ces États-là, jusqu'à date, n'arrivent pas à développer les ressources qu'ils ont,
On a la Guinée, par exemple, qui a des terres arables. La Guinée a aussi des ressources minières. La Guinée a tellement de ressources aujourd'hui qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait encore à demander toujours le blé. Je dis quand même le blé, ça c'est la base. Même le riz, en Guinée forestière, vous avez des terres, mais on n'arrive pas jusqu'à présent à mettre tous ces acquis-là à profit. C'est le cas. Avec quand même une pluviométrie. Non, en fait, je veux dire qu'il y a une campagne forte dans ce domaine. Justement. Qui, depuis des années, on ne voit absolument pas l'issue. Parce qu'on ne modernise pas l'agriculture. On est toujours dans l'agriculture traditionnelle. Et moi, je le dis qu'on devrait normalement créer des champions dans ce domaine. Il faut le faire, c'est nécessaire pour une république qu'on ait des champions dans le domaine de l'agriculture. Il faut même aller industrialiser ces secteurs-là. On ne peut pas toujours utiliser les mêmes méthodes d'agriculture et espérer avoir des rendements plus élevés. On ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui si déjà on ne peut que passer par ces formes d'agriculture-là. Ce n'est pas seulement que l'agriculture. On a parlé d'infrastructures également. La Russie a promis des infrastructures également à investir dans le cadre des infrastructures en Afrique. Mais le nerf de la guerre même, c'est qu'il faut rappeler, c'est que les États africains aujourd'hui, en termes d'infrastructures, on n'a quand même pas assez d'infrastructures. Et lorsque la Russie propose une telle solution, on ne peut que s'en réjouir. Mais quelque part, à quel prix? Parce que vous savez que les États, c'est quand même une notion de partenariat. Donc la Russie ne peut pas dire « je vais faire ça » et après, elle se tait tout simplement. Qu'est-ce que l'Afrique va apporter à la Russie? Ça, c'est une première interrogation. C'est une véritable première interrogation. On est dans un rêve. On espère que ce rêve, on va se réveiller. Parce qu'en Afrique, nous rêvons, mais on ne se réveille jamais de ce rêve. Tout à l'heure pour la suite de cette émission. C'est une actualité, nous en parlons chez nous, les polémistes. On n'est pas gelé, vous êtes dans l'émission On n'est pas gelé, une émission de polémistes. Vous pouvez réagir à cette émission en écrivant un SMS au 620 59 59 66. Nous allons faire le plaisir de lire vos réactions vers la fin de cette émission. Rassurez-vous que nous parlons à cette troisième et dernière partie de la thématique la Russie, sommet Russie-Afrique, les retombées de cette première journée, l'analyse que nous faisons sur le plan économique, sur le plan social, politique, l'incursion de la diplomatie sur cette première journée où on a quand même vu apparaître le légendaire président des présidents de l'Afrique, Paul Biya, qui quand même s'est rendu et qu'on a vu sur les clichés de ce sommet Russie-Afrique. Yacine Palais, on devait aller normalement avec vous pour une quintessence du regard que vous portez sur ce sommet. Alors, ça me fait juste rire parce que j'ai vu beaucoup de jeunes Africains sortir pour dire à bas la France. Et aujourd'hui, c'est même qui disent qu'on veut travailler avec Wagner, avec la Russie, etc. Ouais. Tu sors de la domination française, tu te retrouves dans la domination russe. Eh bien, j'ai envie de te dire, il faut changer de fournisseur. Parce que l'économie russe, la taille de l'économie russe, c'est à peu près la taille de l'économie italienne, quoi. Ils n'ont pas des moyens illimités non plus. Ils n'ont que des armes. Voilà, et ils n'ont que des armes. Et justement, l'entretien de certaines de leurs armes est très compliqué. Et on a vu qu'en termes de logistique, ce n'est pas très bon. Alors, je n'ai pas de problème à ce que des pays africains décide de travailler avec un quelconque pays dans le monde. Ce qui me chagrine, c'est que la Russie est en train de devenir l'alternative aux pays de l'Union européenne ou encore aux États-Unis. Parce que tout simplement, nos chefs d'État, pour la plupart, sont mal élus. Il y en a qui n'ont pas été élus du tout. C'est le cas de Assimi Goïta qui est porté en triomphe là-bas. Il y en a qui ont décidé de s'éterniser au pouvoir et qui sont là depuis très longtemps. Je parlais de Paul Biya par exemple. Et ce sont des personnes qui ne peuvent pas travailler avec les pays de l'Union européenne, avec les États-Unis, parce qu'il y a des principes qui existent.
il y a des gens qui sont là et qui se battent pour que les droits soient respectés. Même quand un président travaille avec vous, il est très acculé, il a beaucoup de difficultés. Donc certains de nos chefs d'État qui sont mal élus vont vers la Russie, la Chine, qui ne sont en termes de droits de l'homme pas regardants. Ce que je voudrais, et ce que je dis, c'est que on tombe tous dans le panneau de nos chefs dictateurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques faux activistes, notamment Kémy Séba, qui vont vous faire croire que la France c'est le démon. D'ailleurs avec un passeport français. Hein. Oui, c'est pas ça le problème. Il peut bien avoir un passeport français, grandir en France et se rendre compte que la France est un démon, sauf que lui il parle quelle langue africaine? Sauf pourquoi il ne vit pas définitivement en Afrique, il n'arrête pas de parler la langue française. C'est en fait des gens qui ont été manipulés, montés par certaines puissances pour venir embobiner les Africains et nous les suivons. Nous pensons que le malheur... Moi, je n'ai pas vu d'abord un pays qui a travaillé avec la Russie et qui a progressé. Ouais. J'ai quand même des exemples de pays qui se sont alliés aux États-Unis et qui ont progressé. Des pays qui ont intégré le Commonwealth et ont progressé, notamment le cas du Rwanda, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions très attention. La question du blé, on peut en discuter, c'est une problématique mondiale. La réponse doit être mondiale. Je ne pense pas parce que les Africains se sont réunis et sont partis en Russie que Vladimir Poutine va mettre fin à la guerre et que le prix du blé va baisser. Il va continuer dans sa stratégie. Et sur la question de est-ce que l'Ukraine gagne, est-ce que l'Ukraine ne gagne pas, je pense que si des drones ukrainiens devaient toucher Moscou, c'est toute la capitale ukrainienne qui allait être écrasée. C'est une simple manœuvre russe, parce que même les armes qu'on donne à l'Ukraine, on fait attention aux missiles. Il y a un nombre de kilomètres qui est bien précis, de sorte que aucun missile que les Occidentaux envoient aux Ukrainiens ne puisse toucher Moscou, parce que ça justifierait tout de suite l'utilisation de l'arme nucléaire contre l'Ukraine. Il faut rappeler que dans l'histoire, l'arme nucléaire a été utilisée 2 fois par les États-Unis à Hiroshima, mais aussi à Nagasaki. Donc un bombardement de Moscou par l'Ukraine, je ne parle pas d'une contre-offensive à l'intérieur du territoire ukrainien, mais un bombardement de Moscou pourrait justifier... Il ne va pas le faire, c'est des menaces. Non, ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les armes là existent pour qu'un jour on les utilise. Si ça arrive... C'est la dissuasion nucléaire. Pas forcément. La dissuasion, c'est quoi? Si on s'équipe d'armement... À partir du moment où ça a été fabriqué, la dissuasion, c'est quoi? La dissuasion, c'est que j'ai une arme. Attention, il y a des points à ne pas dépasser. Si tu les dépasses, je vais être dans l'obligation de les utiliser. Et même les Ukrainiens ne sont pas suffisamment fous pour les utiliser. On parle de dissuasion comme si l'arme nucléaire ne sera jamais utilisée. Ça a quand même été utilisé 2 fois. Ça a quand même été utilisé 2 fois dans l'histoire. Et d'ailleurs, je ne vais pas trop m'appesantir sur ça. Ce qui me choque, c'est que tous les chefs d'État acceptent d'être convoqués par quelqu'un. Il est grand temps de s'asseoir. C'est pas tous, ils n'ont pas tous répondu quand même. Oui, ils n'ont pas tous, mais ils sont quand même mais beaucoup on a 80 et quelques pourcents, disons. Non, ils n'ont pas 80%. Certains sont en difficulté, mais ils ont sur 54. Ils se sont fait représenter. Ils se sont fait représenter. C'est l'État. Mais par exemple, en Guinée, le président du CNT, il est là-bas. Il a été accueilli par le Burkinabé. Qu'est-ce que vous m'avez dit hier ici? C'est pour aller écouter. On ne va pas dire qu'ils vont prendre en compte de tout ce qui est. La plupart des États africains sont représentés là-bas. Ce qui est sûr, c'est que la Russie peut nous offrir quelque chose, c'est les armes, de nous aider dans plusieurs secteurs. Il faut rappeler que beaucoup de cadres guinéens ont été formés par des cadres russes. Non, c'est pour te dire que ce ne sont pas que des docteurs communistes. Ce ne sont pas que des armes qu'ils peuvent nous donner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on gagnerait plus à travailler avec l'Occident. On gagnerait encore plus à travailler avec les États-Unis. Mais pour ça, je pense que ce ne sont pas tous ces putschistes qui vont le faire. Ce ne sont pas tous ces présidents à vie qui vont le faire. Parce que les États-Unis vont demander la démocratie. Ils vont demander la démocratie. Il y a quand même une je me tournais vers